Bien, je suis très heureux d'avoir été invité dans ce beau colloque par mes amis Florence et Stéphane Schott, dans la mesure où je représente le partenariat de l'Université Bordeaux-Montaigne en tant qu'historien, puisque Florence Schott fait partie d'une équipe de Bordeaux-Montaigne qui est 3E, et elle rejoint mon équipe qui est l'équipe des historiens, le CEMS, d'historiens modernistes et contemporanéistes, le CEMS, Centre d'études des mondes modernes et contemporains. Alors, on l'a dit dans cette introduction, il y a une dimension temporelle dans ce sujet, et c'est donc une excellente idée d'avoir invité un historien dans une séance qui est une séance sur la contextualisation des rapports entre droit constitutionnel et géographie. En effet, sous-jacente en arrière-plan, il y a toute une réflexion historique sur les notions d'espace, de territoire. Il importe moins de leur conférer des significations définitives que de les fixer dans leur contexte. L'espace peut être indifférencié, incomplètement structuré, traversé par des courants d'échange, occupé par des réseaux fluctuants, économiques, sociaux, religieux, culturels. Le territoire est l'enjeu d'une institutionnalisation, d'une appropriation, d'un pouvoir. Et le moderniste que je suis sait très bien que les légistes des XVIIe et XVIIIe siècles exposent des théories sans cesse sur les droits du roi. Alors, c'est une excellente idée d'avoir débuté ce colloque par une communication sur Montesquieu, car le rapport entre droit et géographie, il est littéralement omniprésent dans l'esprit des lois, dans la pensée de Montesquieu, qui écrivait par exemple, j'ai pris ce matin cette citation au hasard, « En France, par un bonheur admirable, la capitale se trouve plus près des différentes frontières, justement à proportion de leur faiblesse. Et le prince y voit mieux chaque partie de son pays à mesure qu'elle est plus exposée. » Et donc, pour nous parler de Montesquieu, pour nous présenter la pensée du seigneur de la Brède, je vais donner la parole sans plus tarder à Patrice Roland, qui est donc professeur émérite de droit public à l'Université de Paris 12 et qui va nous parler des rapports entre institutions politiques et géographie chez Montesquieu. Chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Bon, bien sûr, c'est une tâche un peu rude de présenter Montesquieu chez lui, surtout sur un sujet, rapport entre la géographie et les institutions politiques, parce que c'est une pensée à la fois subtile et difficile. J'emploie le mot institution politique plutôt droit constitutionnel parce que je pense que Montesquieu s'intéresse aux institutions de la liberté et à la modération politique. Sa conception du droit constitutionnel, nous la considérerions plutôt comme substantielle et peu formelle. Quant à la géographie de Montesquieu, alors j'ose à peine, je regrette de ne pas avoir entendu plus tôt l'introduction des époux Schott. Il me semble qu'elle est essentiellement physique, encore qu'il y ait peut-être de temps en temps une perception d'un rapport humain lorsqu'il loue l'industrie aux Pays-Bas ou en Chine des hommes. Mais c'est une géographie essentiellement physique qui occupe toute la troisième partie de l'esprit des lois. Le climat est traité dans les chapitres 15 à 17, le terrain, ce que Montesquieu appelle le terrain, au chapitre 18, c'est-à-dire l'espace et le sol, il faut distinguer les deux. Or, ces chapitres géographiques de Montesquieu, donc du troisième livre, sont curieusement ceux où il est le plus question de la servitude des hommes. Servitude, esclavage, il emploie même ce mot, esclavage civil, esclavage domestique et servitude politique. Quand il parle donc du climat, c'est pour nous parler de la servitude ou des conditions de la servitude et accessoirement, bien sûr, par antiphrase, des conditions de la liberté. Il y a donc bien chez Montesquieu un rapport fondamental entre, au fond, la géographie, telle qu'il l'entend, et la liberté ou la servitude. Et donc, je crois que nous aurons à comprendre en premier lieu quelle est la puissance des facteurs géographiques. Dans la pensée de Montesquieu, ça nous permettra ensuite de déterminer s'il existe chez Montesquieu une géographie de la liberté. Alors, il y a de très nombreux facteurs donc, qui interviennent pour expliquer pas seulement les institutions, les mœurs, les coutumes,
les lois. C'est l'ambition immense de Montesquieu. Il faut en expliquer l'influence et surtout la combinaison, puisqu'ils sont nombreux. Le problème avec Montesquieu, c'est que ces facteurs ne sont pas exclusivement physiques, même s'ils occupent une grande place, parce que Montesquieu introduit le rôle du législateur dans la production des lois, des mœurs et des coutumes, et donc il introduit un facteur moral ou une cause morale au milieu des causes physiques. Il y a donc un partage complexe de la puissance de ces facteurs à l'égard de ce qu'il appelle l'esprit d'une nation. Alors commençons d'abord par les oppositions primordiales qui sont précisément les causes physiques. Il y a 3 séries d'oppositions chez Montesquieu sur le climat, sur l'espace et sur le sol que je résume rapidement. Bon, le climat, vous le savez, c'est l'opposition très célèbre, trop célèbre, entre le nord et le sud, le froid et le chaud. Je souligne ici simplement que l'influence du climat porte directement sur le caractère de l'homme, ce qui n'est pas le cas du terrain, bien sûr. Alors vous avez évidemment les peuples des pays chauds, donc Montesquieu nous dit, avec une physiologie quand même, bien sûr un petit peu dépassée maintenant, qu'ils ont une délicatesse d'organes, une très grande sensibilité pour les plaisirs, et notamment la sensualité qui tracassait beaucoup Montesquieu, et tout cela donne une timidité de vieillard, donc des gens extrêmement timides. Autrement dit, ce sont des peuples, les pays chauds, marqués par une forme de faiblesse. Les peuples des pays froids, Montesquieu nous dit, ce sont des hommes avec de grands corps, de peu de vivacité, qui ont peu de sensibilité au plaisir et à la douleur. Et en réalité, ça donne des gens qui sont vigoureux. Il y a donc, vous le voyez très bien, une opposition fondamentale entre des peuples au caractère viril, c'est le vocabulaire de Montesquieu, et des peuples au caractère efféminé. C'est encore son vocabulaire. Ce qui m'intéresse évidemment ici, c'est la portée politique de la distinction. Cette opposition entre le vigoureux et le faible, qui est très très forte chez Montesquieu et qui couvre énormément de chapitres, introduit à une question politique par excellence, qui est celle de la domination, ou celle de la conquête, si vous voulez. Je voudrais signaler quand même une autre signification politique intéressante, un peu latérale, mais très significative, en tout cas pour des constitutionnalistes. L'homme du Nord qui est vigoureux, parce qu'il est vigoureux, a confiance en lui et il a du courage, nous dit Montesquieu. C'est quelqu'un qui, parce qu'il est courageux, donc, a une bonne opinion de sa sûreté. Et évidemment, je ne peux pas ne pas rapprocher cette formule de la définition célèbre de la liberté que donne Montesquieu, donc au livre 11, chapitre 6. Vous le savez, la liberté politique provient, je cite, du sentiment que nous avons, ou de l'opinion que chacun a de sa sûreté. L'homme du Nord, donc, est voué à la liberté puisqu'il a cette opinion de sa sûreté. Deuxième caractère physique qui pèse sur les sociétés humaines, sur l'esprit d'une nation, et en particulier sur les institutions politiques, c'est l'espace. Montesquieu emploie le mot terrain, mais il faut le distinguer de 2 aspects dans le terrain, l'espace et le sol. Le terrain, au fond, correspond à une préoccupation de même nature, qui est celle de la sécurité d'un espace contre les conquêtes et contre la domination des autres. Et donc Montesquieu esquisse une distinction fondamentale entre les espaces ouverts, dont la Chine est l'exemple répété et presque constamment convoqué. Donc un espace ouvert distingué d'un espace, ça c'est mon vocabulaire, cloisonné, éclaté, ou encore d'un espace naturellement protégé, les îles par différence avec le continent, la montagne par différence avec la plaine. Voilà donc les grandes distinctions sur lesquelles Montesquieu va s'appuyer pour décrire ensuite le système politique qui correspond à ces géographies-là. Alors le constat fondamental, évidemment, c'est une fragilité politique fondamentale des espaces ouverts, dont la Chine est l'exemple le plus souvent utilisé. La Chine, donc, à cause de cela, est vouée pour Montesquieu à la forme impériale du pouvoir.
Elle ne peut pas échapper à cette forme-là, et elle est donc vouée au despotisme. Parce que la forme impériale et le despotisme sont pour lui le seul moyen de se protéger de l'invasion, et encore assez mal, et de protéger l'unité du pays. Donc deux conditions fondamentales qui font que ce pays-là ne peut pas connaître autre chose que le despotisme. Troisième caractère physique important, le sol. Le sol donc repose sur l'opposition entre les sols fertiles et les sols moins fertiles ou les sols stériles ou pauvres. Là-dessus, Montesquieu tire des constatations assez paradoxales sur cette opposition sur le plan politique. Alors évidemment, Montesquieu, comme tout le monde, utilise la distinction des différents types de sociétés, de chasseurs, de pasteurs, de cultivateurs. Donc il analyse beaucoup ce schéma-là. Ce qui m'intéresse ici, c'est le paradoxe politique qu'il soulève à propos de la nature des sols, de leur richesse comparée. Devant une terre fertile, nous dit Montesquieu, nous assistons en réalité et en pratique à une société, c'est mon vocabulaire contemporain, à une société dépolitisée, c'est-à-dire à une société qui est vouée à la soumission. Parce que sur une terre riche, le paysan, le commerçant ne songe qu'à faire valoir cette terre, il est tout entier pris par comme le dirait Benjamin Constant, par sa vie privée, et il abandonne totalement toute participation, tout désir de participer à la vie politique. La terre pauvre, au contraire, nous dit Montesquieu, c'est celle qui, n'ayant rien à perdre, ou presque rien à perdre, est particulièrement attachée à conserver sa souveraineté. D'autant plus facile à conserver que les terres pauvres sont souvent des terres de montagne, etc. Au passage, je remarque que Montesquieu, ici, inverse, sans nous le dire, la causalité géographique et physique. Il l'inverse pour introduire ici des causes morales. Il fait remarquer qu'une terre n'est véritablement riche que dans une société libre. Donc la richesse ne tient plus seulement au sol, mais au fond à la liberté des hommes. De la même façon, il note qu'un terrain a de la valeur, donc un sol, mais un espace, a de la valeur à la mesure de l'industrie de l'homme. Je pense que là, il a la perception de ce qu'on pourrait appeler peut-être une géographie humaine, et là, les deux exemples qu'il donne, louangeurs dans sa bouche, c'est la Chine et les Pays-Bas, dont l'industrie, la vigilance permanente, sauve régulièrement l'espace de la noyade, enfin de l'invasion par l'eau. Donc des causes complexes dont il faut comprendre la combinaison et surtout le type de puissance qu'elles ont sur les sociétés humaines, puisque Montesquieu combine la nature et le législateur dans cette formation de ce qu'il appelle l'esprit d'une nation. Alors, ça n'est pas facile de saisir la conception de la causalité chez Montesquieu. De son vivant lui-même, il a prêté à confusion, il a fallu qu'il se défende. Il a été accusé de déterminisme, vous le savez tout de suite, et par l'Église et les jansénistes d'une part, et par les philosophes des Lumières. Donc une compréhension un petit peu difficile. Alors je voudrais quand même caractériser d'abord, si c'est possible, et sans caricature, la nature de cette causalité géographique chez Montesquieu. C'est clair qu'au départ, et beaucoup de gens s'en tiennent là, au premier regard, il y a des formules extrêmement déterministes chez Montesquieu, et tout particulièrement lorsqu'il parle du climat. Beaucoup plus que pour le terrain. Alors quelques exemples. Une formule très célèbre et très connue, constamment citée, l'empire du climat est le premier de tous les empires. Alors on peut ajouter que s'il est le premier, il n'est pas le seul. L'Afrique. Montesquieu s'intéresse peu à l'Afrique, mais quand il en parle, c'est pour simplement constater que parce qu'elle a le même climat chaud que l'Asie, elle est vouée à la servitude et au même esprit de servitude. Il n'y a aucune explication, c'est une évidence. Donc là, il y a une causalité absolument déterministe. L'autre exemple intéressant, un peu plus complexe, c'est le cas de la Russie de Pierre le Grand, parce qu'il est un peu plus dialectique. Montesquieu loue Pierre le Grand d'avoir voulu moderniser et couper les barbes des Russes hommes, mais il lui reproche sa brutalité et son autoritarisme, en faisant remarquer que c'est une démarche inutile. Pourquoi ?
Eh bien, Pierre le Grand aurait dû avoir confiance dans le climat russe, qui est un climat européen. Le climat européen des Russes aurait agi doucement pour éliminer toutes les mauvaises mœurs et les mauvaises coutumes, qui n'étaient donc pas venues du climat, qui étaient venues des conquêtes qu'avaient subies les Russes, qui leur avaient poussé la barbe, porté le cafetan, que sais-je encore. Dans la défense de l'esprit des lois, Montesquieu va nous présenter, me semble-t-il, une version plus souple de l'influence du climat. Plus souple parce qu'il se défend, évidemment, contre deux attaques sur sa gauche et sur sa droite. Il nous dit lui-même qu'en parlant du climat, il a simplement voulu rappeler que les effets ont une cause et que le climat en fait partie. Bon, il se protège évidemment avec une formule d'un caractère particulièrement vague et général. Je le cite. « Toute la question se réduit à savoir si, dans des pays éloignés entre eux et sous des climats différents, il y a des caractères d'esprit nationaux. » Donc, il y a de la diversité, il faut l'expliquer. Je pense qu'il est amené dans sa défense à souligner un peu plus la complexité de la causalité physique. Il remarque, par exemple, que d'un pays à l'autre, les causes dominantes qui orientent principalement l'esprit d'une nation, ces causes sont différentes. Au fond, pour lui, et il le dit très clairement, seuls les sauvages, au fond, sont entièrement dominés par la nature et par le climat. Donc, dès qu'on quitte les sociétés sauvages, la causalité devient nécessairement plus compliquée. Il reconnaît par ailleurs qu'il y a des frottements, les choses ne vont pas tout à fait comme il les décrit, et qu'il y a des exceptions aux explications qu'il donne. Et il y en a une qu'il a le courage d'analyser et de tenter de donner une réponse lorsqu'il compare les Arabes et les Tartares. Ils sont dans un pays chaud, ce sont des pasteurs. Comment se fait-il que les Arabes soient libres et que les Tartares soient serfs, soumis à la servitude? Et il cherche une explication qui effectivement ne tient plus ni au climat ni à l'espace. Alors la question se complique de ces causalités avec la place que Montesquieu accorde au législateur. Deux remarques pour essayer de situer le plus clairement possible le rôle qu'il attribue donc au législateur et quel est le type d'intervention qu'il attend du législateur face à la causalité géographique. Première remarque, le législateur doit occuper une place évidente et importante. Il a mission pour Montesquieu, et les exemples sont innombrables tout au long de l'esprit des lois, il a mission d'agir directement sur les causes physiques de l'esprit d'une nation. Ce législateur peut faire le bien ou le mal en agissant. Selon qu'il agit sur les vices du climat pour les contrecarrer, ou sur les bons effets du climat pour les accompagner, les respecter ou les amplifier. Deux exemples qui touchent aux religions. Bouddha est un législateur catastrophique. La religion qu'il introduit en Inde est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il accroît, cette religion accroît la passivité qui résulte déjà du climat chaud des Indiens. Le législateur chinois des origines, au contraire, est un très bon législateur. Pourquoi? Parce qu'il introduit en Chine, climat chaud, donc soumis à la passivité, aux langueurs, à la sensualité, que sais-je encore, le législateur chinois des origines a introduit une religion pleine de devoirs. Pleine de devoirs. Voilà donc un bon législateur puisqu'il a contrecarré un climat qui poussait à la paresse et à la sensualité. Donc vous le voyez, seconde remarque, le législateur de Montesquieu doit se montrer sage dans son intervention. Sage pour lui, cela veut dire sans passion ni préjugés. Quand on voit la liste des législateurs pleins de passion et de préjugés que donne Montesquieu, vous verrez qu'il situe la barre assez haut. La notion de sagesse est un équilibre difficile. Voilà la liste des législateurs mauvais, emportés, passionnés, pleins de préjugés: Platon, Aristote, Machiavel, Thomas More, Harrington. Qu'est-ce que c'est qu'un législateur sage pour Montesquieu?
c'est celui qui suit les circonstances, celui qui connaît les circonstances et qui est capable de respecter l'esprit d'une nation qui découle pour une part, large mais pas totale, de ses conditions géographiques et climatiques. Et Montesquieu compare deux types de législateurs, le législateur japonais, qui a introduit une législation extrêmement répressive et très dure, mais ce législateur a bien fait parce qu'il a compris qu'il devait gérer, gouverner, c'est le vocabulaire de Montesquieu, un peuple atroce. En Inde, au contraire, le législateur a bien fait d'adopter une législation légère, des pénalités douces, parce qu'il a compris que le climat d'Inde avait produit un peuple doux et pacifique, et que donc il suffisait de suivre les inclinations du climat. Autrement dit, vous voyez que le bon législateur de Montesquieu, c'est celui qui comprend les indications de la géographie, qui les comprend pour les suivre ou pour les contredire. Il y a donc bien un effet de la volonté qui intervient, et un exemple est assez intéressant à ce point de vue-là, à propos de l'esclavage. Montesquieu explique l'esclavage des pays chauds parce que ces pays ont eu de mauvais législateurs. Ces mauvais législateurs et ces lois mal faites ont créé des hommes paresseux. Et ces hommes paresseux, une fois créés, ont demandé des esclaves puisqu'ils vivaient dans des pays chauds. Alors, voici décrit le plus clairement possible cette causalité géographique un peu complexe qu'utilise Montesquieu. Je voudrais me demander maintenant s'il existe une géographie de la liberté. Alors, si Montesquieu avait été déterministe, vraiment déterministe, nous aurions pu déterminer sans difficulté le lieu idéal de la liberté dans le monde. Un pays pauvre, un pays froid, un pays plutôt isolé, une île, une montagne. Je vous laisse le choix entre l'Islande et le Tibet, à peu près. Bon, vous savez que Montesquieu a situé la liberté ailleurs. L'endroit idéal de la liberté, elle est en Europe, et tout particulièrement au sein de l'Europe, en Angleterre. C'est ce que je voudrais examiner. Alors pourquoi l'Europe est-elle le continent de la liberté ? Montesquieu le fait en analysant, en comparant l'Europe à l'Asie et à l'Afrique, beaucoup moins à l'Amérique, puisqu'il dit qu'elle n'a pas écrit encore son histoire. L'Europe, c'est simple, elle a un génie de liberté. C'est la formule de Montesquieu. L'Asie et l'Afrique, soumis au même déterminisme de la chaleur, elles sont vouées au despotisme, ces deux continents ont un esprit de servitude. Il y a trois conditions géographiques qui sont liées, je dis bien liées, pas déterminées, à ce génie de liberté, qui caractérise donc l'Europe. Première caractéristique européenne, c'est la relative stérilité du sol, qui va nous permettre d'éclairer la nature de la liberté en Europe. Parce que la terre européenne est soumise à l'obligation de culture. Montesquieu dit, si les Européens ne cultivent pas la terre, elle sera couverte de forêts stériles, contrairement à l'Amérique, où la richesse et l'abondance sont telles qu'il suffit de vivre de cueillette là-bas, d'une terre d'abondance. Donc il y a une obligation de cultiver en Europe. Ce qui veut dire que l'Europe, au fond, a été contrainte de quitter la vie sauvage, qui pour Montesquieu caractérise encore l'Amérique, pour une autre conception de la liberté. Il a fallu abandonner l'indépendance naturelle du sauvage pour adopter une conception politique de la liberté qui s'est développée parallèlement au développement des lois civiles, des échanges, de l'économie, etc. Deuxième caractéristique de l'Europe, c'est l'importance de la zone tempérée, qui couvre toute l'Europe. Cette importance nous permet d'éclairer la nature des rapports de force en Europe. Montesquieu est très très fier de son analyse. Personne ne l'a vu avant lui, il le dit clairement, sans fausse modestie. Il y a en Europe une progressivité du passage du froid vers le chaud, qui implique une progressivité du passage du fort au faible. Le résultat, c'est que l'Europe est composée de nombreux États voisins les uns des autres, mais de forces équivalentes entre voisins. Contrairement à ce qui se passe en Asie, où il y a affrontement direct des Tartares du Nord avec les Chinois du Sud. Et donc, Montesquieu, au fond, découvre qu'en Europe, il y a une possibilité de construire un véritable équilibre des forces entre les États européens,
un équilibre européen, on peut le nommer, puisque lui-même Montesquieu finalement s'y rallie après l'avoir critiqué. Équilibre européen, je le dis pour les constitutionnalistes, analogique à mon avis de l'équilibre constitutionnel interne des États. Troisième caractéristique de l'Europe, c'est le morcellement de l'espace. Morcellement qui permet d'éclairer la nature du pouvoir en Europe. Deux conséquences sont liées à ce morcellement de l'espace européen. D'abord, des États de taille médiocre et l'impossibilité en Europe de maintenir un empire. Celui de Charlemagne a été immédiatement divisé par ses enfants et la papauté a connu l'éclatement des convictions religieuses de façon définitive. Ces États de taille médiocre, ce sont pour Montesquieu des États qui n'ont pas besoin du despotisme pour survivre en tant qu'État. Il nous dit que ce sont des États qui restent solides malgré le gouvernement des lois. On pourrait s'amuser à transcrire, dire que ce sont des États qui restent solides malgré l'État de droit. Et donc, ce partage naturel de l'Europe en états de forces comparables mais nombreux conduit à une conclusion politique extrêmement forte, que je cite. C'est ce qui a formé un génie de liberté qui rend chaque partie très difficile à être subjuguée et soumise à une force étrangère autrement que par les lois et l'utilité du commerce. Alors, si nous cherchons une géographie de la liberté, il y a déjà l'Europe, il y en a une qui est encore plus belle et plus vraie d'une certaine manière, c'est évidemment celle de l'Angleterre, nation libre par excellence. C'est à propos de l'Angleterre que Montesquieu livre, je pense, une véritable synthèse des causes qui permettent d'expliquer l'esprit d'une nation, et en particulier l'esprit d'une nation libre. Et les déterminations géographiques, dans le cas de l'Angleterre, montrent très bien qu'elles ne suffisent pas à rendre compte, à elles seules, de la synthèse qui a conduit à une nation libre. Alors, il y a bien sûr des déterminations géographiques favorables à la liberté en Angleterre. Et on retrouve tous les éléments de l'analyse que j'ai précédemment donnée. Le climat. Le climat, il est très puissant en Angleterre, en tout cas dans certains domaines. C'est un climat qui est tellement puissant que le législateur ne peut pas le contrer. C'est un climat qui est une véritable maladie du climat qui affecte les Anglais. Les Anglais ont une propension au suicide, nous dit Montesquieu. Et ça ne sert à rien de faire des lois parce que c'est insurmontable. Donc, plus intéressant politiquement, c'est que ce climat anglais crée ce que Montesquieu appelle un esprit inquiet, doublé d'un esprit impatient. Les Anglais inquiets et impatients. La conséquence, c'est que le climat anglais crée une société dans laquelle il y a, nous dit Montesquieu, certaines difficultés de l'existence. Voilà une nation qui a de la peine à exister. Or, ça conduit à de très heureux résultats politiques. De très heureux résultats politiques. Par exemple, la capacité, nous dit Montesquieu, de déconcerter les projets de la tyrannie. À cause de ce tempérament anglais, cette inquiétude anglaise les rend constamment vigilants à l'égard du pouvoir. Le peuple est inquiet en Angleterre, il est inquiet, il a tort d'être inquiet, nous dit Montesquieu, dans de très nombreux cas à l'égard du pouvoir. Mais l'avantage de cette inquiétude du peuple à l'égard du pouvoir, c'est que ça lui permet d'éviter les vrais périls quand par hasard ils se présentent. Le terrain. 3 conditions physiques favorables, donc une île au nord fertile. Et elle entraîne une capacité à développer le commerce et les échanges entre le nord et le sud, une île fertile. C'est à propos de l'Angleterre que Montesquieu présente une analyse globale des causes de l'esprit d'une nation libre. Dans le chapitre 17, qui est un des plus longs de l'esprit des lois, aussi long que le chapitre 6 du livre 11. Donc les 2 grands chapitres sur l'Angleterre et sur la liberté sont ceux qui sont les plus longs. Montesquieu donne en réalité la priorité aux causes morales, en corrigeant sa conception de la causalité climatique. Je ne dis point que le climat n'ait produit en grande partie les lois, les mœurs et les manières de cette nation, mais je dis que les mœurs et les manières de cette nation devraient avoir un grand rapport à ces lois.
Et il commence, au lieu de commencer par les causes physiques que je vous ai exposées, moi, dans un ordre différent, il commence par analyser, en réalité, la structure politique de l'Angleterre et l'affrontement des deux pouvoirs. Et je pense que c'est là, à cause de cela, qu'il présente, au fond, sa véritable conception de la causalité. Je pense que Montesquieu, je le dis dans un autre vocabulaire, évidemment, Montesquieu voit la naissance de la liberté en Angleterre comme issue de la formation, au fond, d'un cercle vertueux, dans lequel les effets agissent en retour, à leur tour, sur les causes, pour amplifier les résultats, en l'occurrence la liberté. Je cite Montesquieu. « Si le climat avait donné à bien des gens un esprit inquiet et des vues étendues, dans un pays où la Constitution donnerait à tout le monde une part de gouvernement et des intérêts politiques, on parlerait beaucoup de politique. » Donc vous voyez très bien qu'il me semble que les conditions géographiques, même favorables, de l'Angleterre ont eu besoin d'une cause morale, en l'occurrence ici la Constitution, la division des deux pouvoirs, qui manifeste déjà un embryon ou une forme de liberté. Le peuple anglais a reçu une part de gouvernement et des intérêts politiques. Et donc, cette forme de liberté, ensuite, avec le climat, favorisant le commerce, les échanges, le libéralisme économique, va évidemment accroître et confirmer l'esprit de liberté de cette nation. Et ceci paraît tellement vrai à Montesquieu qu'il signale au passage qu'une fois que cette constitution anglaise s'est dégagée, dans ce climat-là, avec ces causes morales-là, eh bien cette constitution de la liberté peut très bien être exportée, nous dit Montesquieu, c'est son vocabulaire, vers d'autres climats, par exemple les colonies anglaises. Vous voyez très bien que le régime de la liberté, à la fois il naît dans un certain climat, mais finalement il est exportable dans bien d'autres climats. Voilà, au moins c'est l'optimisme de Montesquieu. Alors juste un mot de conclusion. Je pense que Montesquieu a certainement été fasciné par la causalité climatique, au point de donner à de nombreuses reprises le sentiment d'être purement et simplement déterministe. Ça permet de faire sourire dans les amphithéâtres en racontant ces choses-là, bien sûr. Personnellement, je le trouve beaucoup plus convaincant lorsqu'il analyse la causalité que représente le terrain, c'est-à-dire l'espace et le sol, qui me paraît beaucoup plus intéressant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet esprit de liberté, pour Montesquieu, appelle, en plus des conditions géographiques, des lois et un législateur. Un législateur qui sait intelligemment profiter des ressources géographiques d'une nation. Donc c'est cette combinaison-là, me semble-t-il, qui donne la clé de l'analyse de Montesquieu sur les rapports de la géographie et du droit constitutionnel.